Nos systèmes alimentaires sont ultra performants, mais ils ne sont pas durables. Ils contribuent à la perte de la biodiversité, à la pollution des sols, de l'air, de l'eau et au changement climatique. Comment restaurer la nature tout en garantissant notre sécurité alimentaire? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cet épisode. Bonjour. La Normandie, dans le nord de la France. Ici, les niveaux de pesticides, d'herbicides et d'engrais chimiques restent élevés. L'objectif en Europe, c'est de réduire leur utilisation de moitié d'ici 2030. J'ai choisi de rencontrer des agriculteurs conventionnels qui l'ont déjà fait. Comme Emmanuel, cet ancien adepte de l'agriculture intensive, a pris le virage de l'agroécologie. Traditionnellement, on fait un blé derrière du lin. Et là, moi, je fais pas ça, je fais un colza. Lui, le colza, c'est une plante qui a une grosse capacité à capter de l'azote à l'autonne, plutôt que de mettre la vanne. Et en plus, je récupère de l'azote pour mon colza, donc j'ai moins d'azote chimique à apporter moi-même. En fait, c'est tout bénéfique. Je suis parti d'un système très intensif. En fait, c'est une recette qu'on vous vend, facile à appliquer. Beaucoup de recours à l'engrais, beaucoup de recours à la chimie, avec des résultats techniques qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc je me suis posé pas mal de questions sur est-ce qu'on ne peut pas faire différemment. Ce qui va nous obliger à changer beaucoup plus vite, c'est la crise climatique, la perte de la biodiversité. Et le troisième élément, c'est la crise de l'énergie. Notamment l'été, on a vu Vincent aussi traite ses champs 2 fois moins. Il préfère les observer. Il a replanté des haies, introduit de nouvelles espèces et privilégie la complémentarité des cultures. Ce qui fait réfléchir, c'est que j'ai quand même des amis et des proches qui ont eu des problèmes de santé en rapport avec les produits phyto. Je pense que c'est une démarche qui plaît à mes enfants. Mon aîné est apiculteur, donc les abeilles, ça me concerne forcément. Et puis mon deuxième fils travaille à l'Office français de la biodiversité. Il aime voir que je protège l'environnement de ses grands-parents, de son père. Il est fier de son père. Il est fier de son père, oui. Faire évoluer la façon dont nous produisons, c'est une priorité pour l'Europe. Mais c'est compliqué. Une grande loi cadre européenne pour des systèmes alimentaires durables devrait prochainement placer la restauration de la nature au cœur des politiques agricoles. Pour cet agronome qui accompagne Vincent et Emmanuel, les pouvoirs publics ont la responsabilité d'encourager la transition vers d'autres modèles. Nous, la démonstration économique qu'on fait avec ce groupe depuis 10 ans, c'est juste que d'un point de vue économique, ils ne perdent pas et que le gain se fait sur les enjeux de bien commun. Mais pour d'autres gens, puisqu'il n'y a pas de surgain économique à faire à y aller, alors on n'y va pas forcément. De toute manière, cette manière de produire ne convient pas dans la mesure où on ne peut pas renouveler les matières actives chimiques à la vitesse qui serait nécessaire compte tenu de l'apparition des inefficacités et des résistances. Les produits phytosanitaires sont en effet de moins en moins efficaces, mais ils ont aussi moins d'intérêt si on améliore la résilience et la biodiversité dans la nature. C'est ce que j'ai retenu de mes échanges avec un autre agronome, Christian Huyghe. Les pesticides, c'est pas un intrant. C'est un peu ça le piège dans lequel on est tombé par habitude. Un intrant suppose que vous ayez une courbe de réponse, donc plus vous en mettez, mieux ça va. Et en fait, les pesticides, vous en avez besoin que si vous avez une pression de maladie. Et donc, si vous avez plus de régulation biologique, vous aurez moins de pesticides parce que vous aurez plus de protection naturelle. Les effets positifs du rétablissement des écosystèmes sont très visibles chez Charles, un pionnier français de la permaculture. Il transmet les savoirs acquis dans sa petite ferme biologique qui s'inspire de la complexité de la nature. En fait, il y a ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est tous les services que la nature nous rend gratuitement et qui nous permettent à nous, humains, de vivre. Ça va être la création de fertilité, ça va être la pollinisation des végétaux, mais ça va être aussi l'autorégulation des maladies, des ravageurs. Et on a mené plus de 10 programmes de recherche scientifique sur cette ferme. La première grosse étude a duré 4 ans. Elle a montré qu'on produisait en moyenne 55 € de légumes au mètre carré cultivé, totalement à la main. C'est-à-dire plus de 10 fois plus que les rendements du maraîchage bio avec un tracteur. La fertilité des parcelles intensément jardinées augmente très vite. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça libère 9/10 du territoire pour majoritairement planter des arbres, pour creuser des mares, pour élever des animaux. Et du coup, le même territoire est à la fois beaucoup plus naturel, et ce qui est magique, c'est qu'il est beaucoup plus productif. La ferme de Charles reste une exception. Plus de la moitié des terres en Europe est en mauvais état. C'est dans ce cadre qu'une grande loi européenne sur la santé de la terre a été proposée cet été. Pour comprendre les enjeux, je me suis rendu dans le nord de l'Europe.
Voilà, on est à Helsinki, il est tôt et on va rejoindre un groupe direction la campagne finlandaise pour découvrir l'agriculture régénératrice. Et c'est bien fait pour les sols et la mer Baltique. Hello. Une association de protection de l'environnement m'a invité à un atelier dans une ferme pilote où les enjeux de dépollution, de protection du climat et de la biodiversité sont intimement liés. Les propriétaires, Sarah et Ilka, travaillent avec des scientifiques pour régénérer les terres abîmées par l'agriculture intensive. Ça, c'est de la biodiversité. Ce ver de terre montre qu'il y a une bonne structure du sol. C'est très positif quand on en trouve. L'une des priorités, c'est de protéger la Baltique. Le déversement de nutriments dans cette mer semi-fermée l'a gravement appauvrie en oxygène. C'est déjà l'une des mers les plus polluées du monde. Cela signifie qu'il y a un grand excès d'azote et de phosphore dans la mer. Et cela provient de l'agriculture et de la sylviculture. Et si l'on veut éviter les déversements provenant des parcelles, il faut que la structure du sol soit adéquate. Et comment faire en sorte qu'elle le soit? Il faut que le sol contienne autant de carbone que possible pour reconstruire les écosystèmes dans les zones cultivées, à l'image de ce qu'ils étaient il y a quelques décennies. Pour reconstruire les écosystèmes, il faut aussi limiter la perturbation de la terre, comme le labourage intensif. On m'en a fait la démonstration. Si le sol n'est pas en bon état, vous perdez beaucoup de terre et avec la terre, les nutriments. Or, vous aimeriez utiliser ces nutriments sur les parcelles pour cultiver des aliments. Donc si vous perdez cela, vous devez en rajouter sur vos terres. L'autre bonne nouvelle, c'est que la vie, c'est du carbone. Plus il y en a sous terre, moins il y en a dans l'air et moins la planète se réchauffe. Ces technologies permettent de mesurer sa présence dans la terre. Combien de carbone il y a dans ce sol ? Peut-être 2% dans la couche supérieure. Il faut que les racines aient du carbone. Donc on peut améliorer le stockage du carbone en changeant la manière dont on gère les parcelles, c'est ça? Exactement. Et l'importance de ce point est similaire à celle consistant à augmenter la capacité des forêts à jouer leur rôle de puits de carbone. Si nous pouvions commencer à utiliser des méthodes d'agriculture plus régénératrices à l'échelle mondiale, je pense que cela pourrait nous aider à retirer un tiers de ce que nous devons retirer de l'atmosphère. On finit cet épisode dans la forêt voisine. Les participants de l'atelier d'agriculture régénératrice ont eu droit à un concert sous les pins. C'est en musique que je vous dis à très bientôt sur la route d'un monde plus vert.